Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Révision constitutionnelle, la quatrième tentative sera-t-elle la bonne? La relecture de la loi fondamentale, une réforme majeure parmi les réformes institutionnelles avec en ligne de mire la consolidation de notre démocratie. Des réformes qui seront désormais conduites par le ministre Amadou Thiam, également en charge des relations donc avec la société civile. Ceci dans un contexte marqué par une décrispation et la perspective d'un dialogue politique inclusif. Quels sont les tenants et les aboutissants de ces différents processus? Nous en parlons ce soir. Bienvenue au Centre international de conférence de Bamako. Bienvenue, Monsieur le ministre. Et merci d'avoir accepté donc notre invitation. Quand on parle bien évidemment de révision constitutionnelle, on se rappelle cette contestation en 2017 par la plateforme Ante Abana. Touche pas à ma constitution était donc le mot d'ordre. Vous étiez une des figures de cette contestation, membre du directoire donc de la plateforme. Vous retrouvez aujourd'hui porteur de ce projet. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une ironie du sort ou c'est dans l'ordre normal des choses? Permettez-moi d'abord de situer le contexte dans lequel ce gouvernement, qui est conduit par le Dr Boubou Cissé, est survenu. Nous avons, à la faveur de l'accord politique du 2 mai, la classe politique, toutes tendances confondues, l'opposition à la majorité, également la société civile. Et nous avons jugé utile d'aller vers un dialogue politique inclusif. Ce dialogue politique inclusif fait partie du maillon essentiel de cet accord politique de gouvernance. Cet accord politique de gouvernance jette les bases, annonce les réformes institutionnelles politiques indispensables à la stabilisation de notre pays et au progrès économique dans le cadre notamment de la modernisation de notre administration publique, dans le sens de la consolidation de notre démocratie. C'est pour dire que, parlant de Ante Abana, le département dont je suis en charge a comme composante la relation avec la société civile. C'est pour dire que ce processus de révision constitutionnelle, le chef de l'État le veut le plus inclusif possible. Et je crois que vous avez su lire dans l'accord politique de gouvernance que la question de la révision constitutionnelle fera partie des débats de ce dialogue politique inclusif. Mais vous, on ne vous imaginait pas, il y a très peu de temps, porteur de ce projet. Qu'est-ce qui a changé depuis? Je crois que cette énergie de la société civile qui a été déployée, qui a été manifestée par Ante Abana, c'est cette même énergie que la société civile déploiera dans le cadre d'un dialogue politique inclusif pour faire en sorte que la constitution qui sera la nôtre soit une constitution qui sera issue d'un large consensus et après de longues discussions de toutes les couches vives, de toutes les forces vives de la nation. La contestation de la révision proprement dite n'est plus à l'ordre du jour. La contestation de la révision, je dirais, cédera place aujourd'hui au dialogue national. En 2017, nous avons déploré le fait que le processus n'était pas le plus inclusif possible. Et c'est pour cela, par le passage, nous félicitons le président de la République pour avoir accepté de faire en sorte que cette fois-ci, vous avez dû constater qu'il avait même déjà commencé à remettre l'avant-projet à Koulouba. Et j'ai été reçu ce jour en tant que chef de parti et j'ai insisté sur le caractère inclusif de ce processus. Et j'ai même dit qu'il était important de tout faire pour éviter la contestation que nous avons connue en 2017. Les Maliens ne sont pas des contestateurs de nature ou des contestateurs perpétuels ou éternels. Les Maliens veulent avoir leur point de vue. Les Maliens veulent être écoutés et entendus. Et je crois que c'est dans cette perspective que le président de la République a accepté de surseoir momentanément à la révision constitutionnelle et d'entreprendre ce dialogue qui est aujourd'hui en vue et qui permettra de discuter de toutes les questions, non seulement des réformes, de la réforme constitutionnelle, mais de toutes les réformes institutionnelles et politiques, des réformes économiques et sociales indispensables pour une sortie de crise durable. Alors, une dernière question liée à cette contestation. D'aucuns y voyaient un rejet d'un certain nombre de clauses de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Cette page est également tournée?
Je dirais qu'aujourd'hui, si vous avez constaté, ce dialogue politique inclusif, c'est vraiment un dialogue inclusif. Les groupes armés sont invités à ces concertations. C'est pour nous l'occasion de se parler entre Maliens, de voir dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. C'est vrai que l'accord politique du 2 mai accepte la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, mais d'une façon inclusive et intelligente. Pas de remise en cause de l'accord en tant que tel. L'accord du 2 mai est clair là-dessus. Tous les signataires, et même ceux qui n'ont pas signé, tous ceux qui ont accepté de faire partie de ce processus de dialogue ont pour la plupart accepté que cet accord est une base importante pour une sortie de crise durable. Alors, pour revenir à la révision constitutionnelle, depuis la contestation, un comité d'experts conduit par le professeur Makan Moussa Sissoko a donc travaillé sur un nouveau projet dans une démarche inclusive. C'était quand même une disposition sur laquelle le président de la République a particulièrement insisté, la démarche inclusive. Pour que la question revienne encore à l'ordre du jour du dialogue politique, c'est que ce n'est pas suffisamment inclusif à vos yeux, le résultat? Je dirais que si vous vous souvenez bien, ce qui avait été demandé par la classe politique d'alors, notamment les regroupements politiques comme le FSD et d'autres regroupements comme le CACOFOP, c'était de précéder la révision constitutionnelle par un dialogue politique inclusif. Et ce dialogue politique inclusif ne parlera pas que de la révision de la Constitution. Ce dialogue parlera de toutes les questions d'intérêt national. Au-delà de la question de la révision constitutionnelle, nous avons les questions liées à l'insécurité, nous avons les questions liées à la gouvernance du pays, il y a les questions sur l'école malienne et toutes les questions de développement du pays. Donc c'est pour dire que ce dialogue nous permettra d'aller sur une nouvelle base. Et ce gouvernement est un gouvernement de mission qui vient pour la durée, en principe, en tout cas qui s'inscrit dans la durée de la mise en œuvre de cet accord politique. Cet accord politique, certainement, après le dialogue inclusif, le dialogue inclusif mettra en place une feuille de route et un comité de suivi sera là pour s'assurer de l'exécution des clauses qui feront l'objet des recommandations de ce dialogue politique national. Et du coup, le chronogramme initial, il tombe à l'eau puisque le sort de la Constitution est désormais lié à celui du dialogue politique. Est-ce que vous fixez un nouveau chronogramme, un nouvel agenda? Non, il est évident que le gouvernement du Mali a un chronogramme. C'est vrai que ce chronogramme connaîtra des améliorations à l'issue du dialogue politique national pour que les partenaires que nous avons, les partenaires du Mali, nous avons aujourd'hui des enjeux, des exigences au niveau international, mais nous avons aussi des attentes nationales. Et c'est pour le dialogue de faire en sorte que dans une parfaite intelligence, que nous puissions concilier ces deux agendas et faire en sorte que nous puissions progressivement, avec l'aide des partenaires techniques et financiers, conduire les réformes institutionnelles et politiques indispensables à une sortie de crise durable et à la recherche de la paix. Que répondez-vous justement à ces partenaires qui, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, se plaignent de lenteur dans le cadre de cette révision constitutionnelle justement? Je dirais que ces partenaires du Mali, nous profitons de votre micro pour les saluer. C'est leur engagement auprès du Mali. Nous avons aujourd'hui, le Mali bénéficie d'une solidarité internationale sans précédent. Cela est à saluer. Mais cette même communauté internationale insiste sur le caractère inclusif du processus de réconciliation, du processus qui va conduire les réformes. Et le caractère inclusif, si c'est un prix à payer, c'est bien le temps qu'on doit se donner pour l'inclusivité. Et ce temps, c'est ce temps qu'on se donne pour mener à bien ce dialogue. Et vous avez pu constater que nous avons, le président de la République a déjà désigné un triumvirat pour diriger les travaux du dialogue. Mais au-delà de ça, il y a un comité qui va piloter, qui va faire la synthèse, parce que cette fois-ci, non seulement nous avons invité les gens au dialogue, mais nous leur avons également demandé de faire des propositions sur le format et le contenu du dialogue.
Et cela, toutes les forces vives de la nation ont été invitées à faire des propositions. Ce comité d'organisation ne fera qu'harmoniser, ne fera que la synthèse de ce que toutes ces forces vives de la nation ont eu à donner par rapport au contenu, par rapport au périmètre du dialogue et même la durée du dialogue. Nous continuerons sur d'autres aspects liés au dialogue, mais terminons sur la Constitution. On se rappelle toutes ces tentatives avortées. Cette Constitution semble gravée donc dans du béton. Cette quatrième tentative sera la bonne? Je crois bien. Je crois bien, je suis très optimiste parce que l'élan aujourd'hui qui anime les Maliens, l'élan par lequel les Maliens sont animés aujourd'hui, porte à croire que les Maliens au-dedans ou en dehors sont tous épris de paix pour le Mali. Et je crois que le pays traverse une période charnière de son existence. Et il est important que nous puissions, plus que jamais, mettre en avant l'unité nationale et la cohésion sociale pour que ces réformes, tant entendues, et par les Maliens et par les partenaires du Mali, puissent nous donner enfin une constitution qui réponde aux attentes et aux exigences du moment. Alors, Monsieur le ministre, le projet de nouvelle constitution, dans son cheminement, devra passer devant, bien évidemment, l'Assemblée nationale. Le gouvernement vient de proroger le mandat donc, de cette institution pour 1 an. Deuxième prorogation dans un contexte de grosse polémique donc, au sein de la classe politique. D'aucuns contestent même désormais la légitimité de cette Assemblée. Qu'est-ce que vous répondez? Je dirais tout simplement qu'il est important de souligner que cette nouvelle prorogation vient à la faveur d'une consultation que nous avons nous-mêmes menée au niveau de notre département. Nous avons eu à rencontrer toutes les grandes fêtières de la société civile qui sont prononcées sur la question. Nous avons pu constater qu'une large majorité s'est dégagée et a encouragé le gouvernement à prendre des mesures idoines pour que nous ne tombions pas dans un vide institutionnel. Et nous sommes dans une situation de crise, il faut le souligner. Et les mêmes conditions qui existaient pour le premier report, ces mêmes conditions sont là. Et à la faveur de l'accord politique du 2 mai, une feuille de route sera mise en place. Et cette feuille de route, l'accord politique déjà s'étend sur 1 année. Et c'est pour cela que nous avons voulu que les 7 assemblées nationales restent en place pour pouvoir cette fois-ci conduire toutes ces réformes administratives qui sont en cours. Il y a également la question de la réorganisation territoriale. Cela nécessite un débat au niveau de l'Assemblée nationale et cela va au-delà de la question de la prise en compte des dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation. Il y a ceux qui posent la question aujourd'hui de la légitimité. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort finalement? Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers un dialogue et vers un consensus. Et ce dialogue et ce consensus qui doit nous amener à davantage de compromis dynamiques, parce que le pays traverse une situation exceptionnelle. Faudrait-il aller vers un président de la République ou vers un gouvernement qui va légiférer par ordonnance? Est-ce que cela n'enlèvera pas cette dimension assez populaire? Est-ce que le Parlement, qui est l'émanation du peuple, malgré que le mandat soit arrivé à terme, le Parlement bénéficie encore d'une certaine légitimité. Parce que ce qui s'offre à nous, constitutionnellement, c'est que si nous n'allons pas vers cette prorogation, la Constitution prévoit à ce que le gouvernement passe, le Conseil des ministres passe directement par la voie de l'ordonnance. Et cela, je pense que dans un contexte de crise, n'est pas souhaitable. Monsieur le ministre, depuis le début de la crise, on a quand même organisé 2 présidentielles. Alors, des élections imparfaites ne valent-elles pas mieux que manque d'élections? Il est important de revenir sur le contexte qui a prévalu pour la mise en place déjà l'accord politique du 2 mai. Et le gouvernement précédent était dans une logique d'organiser les élections législatives, il faut le souligner. Mais nous avons compris que la classe politique voulait qu'avant même les questions électorales, avant la question du référendum constitutionnel,
qu'il fallait aller vers un dialogue politique inclusif. Et ce dialogue politique inclusif, à travers cet accord qui a été signé, qui a posé de nouvelles bases pour non seulement, parce que dans le dialogue, nous parlons d'élections législatives et de toutes les élections générales, mais aussi nous parlerons de toutes les questions de réforme. Donc il faut accepter que le contexte a changé. Et dans le souci d'inclusivité, il faut comprendre qu'il y a des compromis qui doivent se faire pour que cette fois-ci, si nous allons vers une véritable sortie de crise et vers une véritable cohésion sociale et vers une unité nationale qui nous permettra, comme un seul homme, de pouvoir poser les jalons d'une sortie de crise durable. Alors, on parle beaucoup de révision constitutionnelle, mais quelles sont les autres réformes, en quelques mots, que vous serez amené à conduire au niveau de votre département? Je dirais qu'au-delà de la réforme constitutionnelle, le département dont je suis en charge conduira toutes les réformes relatives au renforcement de l'état de droit et de la démocratie. Et c'est-à-dire que nous allons entreprendre toutes les réformes indispensables à la stabilisation du pays et à la relance économique. Et la modernisation de l'administration publique pour qu'elle soit plus performante, plus efficace et au service des usagers. Et nous allons aussi entreprendre des réformes relatives à la dématérialisation de la procédure administrative et des actes administratifs. C'est pour que tous les documents administratifs qui sont des documents d'usage commun, que ces documents puissent être plus accessibles aux Maliens. Je prends de façon simple la question de la carte NINA. J'ai eu à faire une tournée à l'étranger il y a quelques années. C'est une question qui constitue aujourd'hui une véritable problématique des Maliens de l'extérieur. Et pour nous, il est important que les passeports puissent être délivrés sur place, comme certains pays le font déjà. Donc, comment cette lenteur administrative, comment faire en sorte que les Maliens, je prends l'exemple sur la carte grise, c'est un exemple banal, mais dire que tout Malien qui veut entrer en possession de sa carte grise puisse localiser dans le cadre de la procédure administrative quelles sont les contraintes, quelle est la problématique et que l'on puisse véritablement faire en sorte que cette administration soit plus performante. Et c'est cela qui va rétablir la confiance entre les citoyens et les gouvernants. Et donc, entre autres, il y a aussi la question de rétablir une confiance numérique. Et au-delà de ça, nous voulons mettre en place une administration publique basée sur les compétences et sur le mérite. Et aussi la culture du résultat. Vous inscrivez votre action dans la durée? Dans la durée, tout à fait. D'accord. Monsieur le ministre, il est dit dans l'accord de gouvernance que toutes les propositions de réforme peuvent y être examinées, au-delà bien évidemment de la révision constitutionnelle qui est déjà gravée. À votre avis, quelles sont les réformes qu'il faudra débattre aussi dans le cadre du dialogue inclusif? Je crois qu'il faudrait débattre des questions de la réforme du secteur des finances publiques. Aujourd'hui, il est extrêmement important avec le nouveau mode de budget programme, et également le fait que la gouvernance actuelle s'axe sur la gestion axée sur les résultats. Il est important que dans l'administration publique, que nous voyions comment faire en sorte que nous puissions changer de méthode de travail. Et je vous annonce également que bientôt nous allons passer devant l'Assemblée nationale du Mali le code d'éthique et de déontologie de l'agent public pour que chaque agent au niveau de l'administration publique puisse avoir une conduite exemplaire et puisse être jugé au résultat et que les citoyens puissent aussi avoir un mécanisme de contrôle des services qui leur sont rendus et puissent, comme on voit dans certains pays, signaler des cas de manquement des agents de l'administration publique. C'est à seul prix que nous réussirons à rétablir cette confiance. Et cette confiance, aujourd'hui, on l'a dit, pour construire la démocratie, il faudrait que cette confiance renaisse entre les citoyens et les gouvernants.
Une question d'actualité brûlante dans l'histoire des affrontements au centre du Mali. Il y a eu Koulongo, il y a eu Ogosagou, il y a désormais Sabamda, l'horreur des tueries que l'on appelle intercommunautaires. Est-ce qu'il faudra inscrire cette question aussi à l'ordre du jour du dialogue inclusif ou alors ces questions auront un autre cadre? Non, je dirais que cette question était déjà inscrite. Parce que quand nous parlons des questions d'insécurité, des questions de cohésion nationale, je crois que ce qui vient d'arriver est un drame sans précédent. Je profite de votre plateau pour présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaiter prendre rétablissement aux blessés et dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte particulier où le terrorisme est en train de sévir. Ce n'est pas seulement le Mali. C'est vrai que l'actualité nationale en parle, mais au Burkina Faso, au Nigeria, dans tous les pays du Sahel, toutes les semaines que Dieu fait, nous avons un cortège de morts, des dizaines de personnes qui sont victimes de ces attentats terroristes et de ces atrocités. Et dire également que ce sont aussi nos FAMA, nos forces de sécurité, nos forces armées de sécurité, qui sont en train de payer un lourd tribut, les populations civiles et aussi les forces internationales qui sont là aujourd'hui au chevet du Mali. Alors parlons de la tutelle du dialogue. 4 éminentes personnalités désignées. Le président lui-même, il est à l'initiative. Le Premier ministre, il détient les rênes. Il y a vous. Alors, il y a tellement d'acteurs finalement autour. On a l'impression que le gouvernement il marche sur des œufs. Non, je crois qu'il faut comprendre que le gouvernement a le souci de faire en sorte que ce dialogue soit porté par toutes les forces vives de la nation. Et c'est pour cela que les éminentes personnalités que vous venez d'évoquer sont des personnalités qui bénéficient d'une certaine crédibilité et d'une certaine audience. On aurait pu loger le comité préparatoire au sein de mon département. On aurait pu loger ce comité au sein de la primature. Mais nous avons voulu que ce comité d'organisation soit un comité indépendant, un comité qui va régorger toutes les sensibilités politiques et sociales pour que dans le cadre de la synthèse et de la mise en commun des différentes propositions, que ce soit tous ceux qui vont être impliqués dans le dialogue soient impliqués en amont, même dans l'élaboration des termes de référence du dialogue. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec ce schéma, vous avez un dialogue qui risque de traîner en longueur? Non, justement, nous allons tout faire pour que ce comité d'organisation puisse circonscrire le périmètre et faire en sorte que les questions les plus importantes de l'heure puissent être inscrites, parce que nous avons aussi le souci du temps. Vous avez tout à l'heure parlé de la légitimité des députés, nous avons ce même souci. Nous ne voulons pas non plus que ce dialogue s'éternise. Et il y a beaucoup d'autres questions. Il faudrait que nous commencions à aller vers une normalité et vers une sortie des crises pour que finalement nous puissions avoir le fonctionnement normal des institutions de la République et que l'équilibre des pouvoirs puisse enfin être remis. Vous estimez pouvoir le boucler à quel horizon, dans quel délai ce dialogue? Le dialogue fera en sorte que nous puissions avoir une feuille de route. Déjà, le chronogramme, le gouvernement là. Donc, et la mise en œuvre de cette feuille de route et le dialogue lui-même, il faudrait que tout cela, les nouvelles élections, il faudrait que tout cela puisse s'inscrire dans un délai raisonnable, le délai de l'accord politique et de gouvernance du demain. Parlons des relations avec la société civile dont vous êtes aussi en charge. Vous vous attelez depuis un certain temps à la préparer pour prendre part au dialogue politique. Oui, nous avons entrepris des démarches à l'endroit de la société civile, de toutes les fêtières. Nous avons constaté que la société civile malienne, elle est plurielle. Et cette pluralité doit pouvoir nous permettre d'avoir une synergie d'action. Et nous avons constaté des rivalités entre elles. Et notre mission, c'est de mettre en place un cadre consultatif formel de la société civile malienne. Là, des rivalités, c'est peut-être carrément des intérêts divergents. L'intérêt national, ce que nous voulons faire, c'est de mettre l'intérêt national au cœur de ce cadre consultatif. Et cela permettrait une unité d'action de la société civile.
Et la société civile, non seulement c'est un contre-pouvoir qui est nécessaire au renforcement de la démocratie, mais nous voulons faire en sorte que cette société civile soit renforcée pour qu'elle puisse, dans toute responsabilité, accompagner l'action gouvernementale et institutionnelle dans le cadre des réformes qui sont en vue. Parce que pour nous, si la société civile n'est pas consultée, s'il n'y a pas une adhésion populaire aux réformes, même si ces réformes passent, elles auront du mal à être mises en œuvre parce qu'elles n'auront pas pris l'assentiment, elles n'auront pas pris les préoccupations de la société civile et des forces vives de la... Mais est-ce que la société civile a vocation à vous accompagner? On la voit plutôt comme un contre-pouvoir, non? Oui, c'est un contre-pouvoir, mais je dis la société civile, dans toute démocratie, a un rôle dans le cadre du développement. Et c'est pour cela que tous les partenaires techniques et financiers qui viennent mettent un accent particulier sur la participation de la société civile, non seulement dans l'élaboration, mais dans la mise en œuvre de toutes les politiques publiques. Et c'est à ce seul prix que nous arriverons à avoir le développement tant souhaité et un développement qui s'inscrira dans la durée. Est-ce qu'elle arrive à jouer aujourd'hui ce rôle? Il y a beaucoup de gens qui lui reprochent à la société civile malienne un certain manque de dynamisme. Est-ce qu'elle joue correctement son rôle aujourd'hui en l'état actuel des choses selon vous? La société civile doit être un contre-pouvoir, mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que notre société civile est financée par des partenaires qui ont des exigences qui sont souvent en porte-à-faux avec nos valeurs et nos valeurs sociétales. Et donc pour nous, il est important que l'État puisse trouver la bonne mesure et dans le cadre du renforcement de la société civile pour qu'elle joue ce rôle non seulement de veille citoyenne, mais aussi ce rôle dans le cadre de l'accompagnement des pouvoirs publics pour l'intérêt général. Parce que c'est de cela aussi que c'est la société civile malienne. Et donc, pas une société civile à la solde non plus? Non, pas du tout. Donc je crois qu'il faut trouver la bonne démarcation. Et je l'ai dit tantôt, si nous ne les renforçons pas, elles vont être renforcées par d'autres partenaires, par d'autres pays qui ont, je ne dirais pas, qui ont leurs préoccupations par rapport à notre pays. Et je pense que la préoccupation par rapport au pays doit être celle des citoyens du pays, doit être celle des gouvernants du pays d'abord. Donc, je crois que c'est un paradoxe qui est là, qu'il faut résoudre. Et c'est pour cela que nous avons mis en place ce cadre consultatif. Et nous allons continuer à compter sur la société civile pour voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble, tout en prenant garde de ne pas lui enlever sa vocation de contre-pouvoir. Alors, quelles sont les grandes questions, on va terminer là-dessus, quelles sont les grandes questions, en quelques mots, que vous envisagez dans le cadre de ce renforcement, dans le cadre de cet accompagnement de la société civile? J'ai parlé tantôt de ce cadre consultatif qui va être une première. Et ce cadre permettra non seulement de mettre en place des projets conjoints, et ça va rendre plus efficace et plus efficiente dans l'exécution de ces différentes priorités. Nous comptons également mettre en place, bien sûr avec l'appui des partenaires techniques et financiers, un fonds d'appui à la société civile pour leur permettre de prendre en charge toutes les activités liées au renforcement de l'état de droit et de la démocratie en République du Mali. Nous comptons aussi organiser des forums multi-acteurs sur des thématiques pour prendre en charge toutes les préoccupations d'intérêt national. Monsieur le ministre, merci donc d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci, mesdames, messieurs. C'était donc l'invité de la semaine. Je rappelle que nous étions au Centre international de conférence de Bamako, que nous remercions également au passage. Merci d'avoir été avec nous et bonne suite au programme sur l'ORTM.